Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous vidéo et long format que Mediapart lance aujourd'hui. Il sera consacré chaque mois à la manière dont se fabrique la culture. À rebours d'un magazine culturel d'actualité ou d'une émission de critique artistique, Contre-champ vous emmènera sans concession dans les coulisses de l'industrie culturelle. Une industrie qui se chiffre en milliards d'euros, qui se décline en produits dérivés, qui se trouve au centre d'enjeux politiques nationaux et internationaux et qui doit aujourd'hui réinventer tous ses modèles face à une révolution numérique qui en bouleverse les fondements. Comment fonctionnent donc les turbines de l'industrie culturelle? Qu'est-ce qu'on trouve dans les tuyaux de nos institutions du même nom? De l'art otage du luxe au cinéma prisonnier de son image, de l'édition en faillite à la musique numérique, c'est à la machinerie concrète et complexe de la production artistique et culturelle que nous nous intéresserons en compagnie d'acteurs et d'observateurs de ce monde. Pour cela, pour cette première édition, comme à chaque fois, je serai en compagnie d'Olivier Alexandre. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous avez récemment terminé une thèse comparative entre les États-Unis et la France sur le cinéma et la production cinématographique et toute l'industrie du cinéma. Et vous nous amènerez donc à la fois votre regard de chercheur et votre connaissance des industries culturelles. Mais pour débuter cette série d'émissions, nous avons invité et convié Mickaël Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous publiez avec Raphaël Pourrier un ouvrage épais qui s'appelle « Main basse sur la culture, argent, réseau, pouvoir ». C'est publié aux éditions L'Indécouverte. Et si on avait eu envie de commencer avec vous, c'est parce que cette série d'émissions qu'on voudrait consacrer à la manière dont se fabrique la culture, elle part d'un constat. Ce constat, il est double. Il est d'une part que le monde culturel est un monde où les conflits d'intérêts, les prébendes, les jeux de pouvoir sont particulièrement nombreux. Ce n'est pas le seul, mais ils se déroulent la plupart du temps derrière le rideau. Et le deuxième constat, c'est que le journalisme culturel est peut-être un des endroits où également les renvois d'ascenseur, si ce n'est les conflits d'intérêts, du moins les voyages de presse, les services de presse et les services rendus, sont parfois les plus intenses et les plus nombreux. Et donc, on avait assez envie de débuter à la fois cette émission et cette série par cette question à la fois simple et compliquée de savoir comment est-ce qu'on enquête sur la culture, quels sont les obstacles à des investigations sur le monde culturel, que cela vienne d'un journaliste comme vous, Mickaël Moreau, ou d'un chercheur en sciences sociales comme vous, Olivier Alexandre. Donc voilà, première question adressée à vous, Mickaël Moreau. Est-ce que ce livre, il part de l'idée que le monde de la culture est aujourd'hui sous-enquêté, notamment quand on parle du pouvoir culturel? Alors, du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire qui est un peu différent, on ne parle pas du coup on donne pas un jugement sur ou assez peu sur le contenu des spectacles, des expositions, etc. Vraiment, du coup, nous, on essaie d'enquêter sur l'économie de la culture. C'est pour ça que je vous parlais des grands groupes, etc. Après, c'est plus compliqué, effectivement, quand on est critique, on doit avoir accès à un certain nombre de spectacles et qu'on doit en plus les critiquer et après continuer de pouvoir les voir, faire son travail normalement avec... Il y a un certain nombre de liens qui se créent et sur lesquels, et du coup, c'est plus compliqué d'avoir la parole parfois un peu libre. Olivier Alexandre, vous avez enquêté en tant que chercheur sur l'industrie du cinéma, sur ses modes de production. Est-ce que, même question que pour Mickaël Moreau, est-ce que vous voyez des raisons repérables autres que le fait que les puissants ont rarement envie qu'on enquête sur eux, qui font qu'on manque de journalisme culturel efficace et que même finalement, même s'il y a une tradition en sciences sociales d'étudier la culture, on n'a pas eu récemment beaucoup de livres percutants sur toutes les transformations à l'œuvre qu'on va voir ensuite avec Mickaël Moreau de cette économie qui est en plein bouleversement. Je commencerai par identifier un petit paradoxe, puisque à la fois on est confronté à une littérature extrêmement abondante sur les questions de l'art et de la culture, particulièrement en France, qui depuis les années 60 questionne ce domaine à travers deux entrées qui sont une entrée par le bas, une entrée par le haut. L'entrée par le bas, c'est toute la question de la culture commune, qui se transmet notamment à l'école, avec des ouvrages assez fameux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, et un regard par le haut qui consiste plutôt à s'interroger sur les artistes comme population, et qui correspond vraiment au découpage du ministère de la Culture, qui a eu un rôle tout à fait structurant dans ce domaine-là. Le paradoxe est que la littérature que j'évoque est plutôt périphérique par rapport à la question centrale du pouvoir qui fait le cœur du livre ici.
par rapport à ça, il y a différentes questions qui se posent pour un chercheur, pour un journaliste, de savoir comment on saisit cet objet. Vous disiez, Joseph, tout à l'heure que les puissants n'aiment pas toujours se raconter. Je serais tenté de renverser la formule. Les puissants aiment se raconter, mais se raconter à leur façon. Tout l'enjeu, c'est d'essayer de trouver un pas de côté, un regard un peu oblique, pour faire apparaître des effets de sens ou des choses qui tendent à être un peu cachées. Et de ce point de vue-là, effectivement, pour le journaliste comme pour le sociologue, mais pour des raisons différentes, c'est un terrain difficile à enquêter parce qu'il faut déjà y rentrer. Et n'importe quel apprenti... Bon, ça, c'est le cas de tous les terrains, théoriquement. Alors, j'allais y venir. N'importe quel apprenti cinéaste, musicien, etc., artiste, sait combien il est difficile de pénétrer de l'extérieur vers l'intérieur ces domaines artistiques. Et pour l'enquêteur, la problématique est exactement la même. C'est comment arriver à saisir ces puissants, ces décideurs. Comment les approcher? Une fois qu'on a fait ce pas, qui est déjà un grand pas, il faut réussir à leur parler et à ne pas subir les discours. Ces décideurs sont ce qu'on pourrait appeler des dominants dans la tradition des sciences sociales, c'est-à-dire des gens qui ont différentes caractéristiques, les deux principales étant que généralement ils confondent intérêt personnel et intérêt général. Souvent avec bonne volonté et bonne conscience. Il ne s'agit pas toujours de voir les choses de façon paranoïaque. La deuxième spécificité, c'est qu'ils individualisent beaucoup les problématiques. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez dû rencontrer dans votre enquête. Pour quelque chose qui marche, une chose qui marche, vous avez 50 pairs putatifs. Et la formule se renverse quand les choses ne marchent pas. Ce qui amène un certain nombre de difficultés quand on doit faire le tri, une fois qu'on a ramassé tout le matériau en tant qu'enquêteur. Et ce livre est un bon exemple de à la fois la difficulté d'enquêter le territoire et la difficulté aussi de faire le tri une fois qu'on a ramassé toutes les sources et les informations possibles. Oui, parce que vous avez procédé, Michael Moreau, à une centaine d'entretiens. Ouais. Parfois plusieurs fois. Parfois plusieurs fois. Et c'est vrai qu'à la fin, on se dit, bon, voilà, ça dessine une histoire de 30 ans de politique culturelle et de transformation des industries culturelles, notamment sous le feu de la mondialisation et de la révolution numérique. Et en même temps, qu'est-ce que ça dessine comme portrait d'ensemble? Parce que, ne serait-ce qu'il n'y a pas de conclusion dans votre livre. En fait, ce qui dessine beaucoup, c'est le côté un système presque à bout de souffle sur un certain nombre de... En économie, il y a un versant économique et un versant politique. Sur l'économie, un système qui est confronté à des nouveautés, à un visage qui est complètement changé, lié au numérique, et tous les acteurs ne savent pas trop comment s'y confronter. Et il y a un versant politique aussi où on voit les politiques de moins en moins intéressés par la culture, de moins en moins connaisseurs de la culture, du coup qui n'ont plus de vision et qui ne savent pas non plus comment affronter un système économique culturel qui change complètement. Et donc on voit une sorte d'impasse politique en ce moment, on avait certes un énorme ministère dans les années 80 qui avait été créé avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et une grosse impulsion qui venait du plus haut niveau de l'État. Et aujourd'hui, on a un ministère dont on se demande presque à quoi il sert, puisqu'il n'impulse plus grand-chose. Prêtes à le supprimer. À le supprimer. Mais si cette question-là vient de la part de certaines personnes, c'est aussi parce qu'il y a plus de... On a du mal à voir quelle est la politique du ministère de la Culture, quelle est sa vision, sur des dossiers aussi emblématiques. Par exemple, sur Adopi, qu'est-ce qu'on fait sur Adopi? On ne sait pas ce que va faire, on ne sait toujours pas ce que va faire le gouvernement, alors que, par exemple, François Hollande, quand il était candidat, il disait Adopi, ça va être supprimé pour être remplacé par autre chose. Aujourd'hui, ça n'est toujours pas le cas. Il y a eu le rapport Lescure, il n'y a toujours pas de prise de décision là-dessus parce qu'il y a un manque de vision, un manque d'intérêt et un manque de connaissance de ces sujets-là. Vision, connaissance, intérêt? Oui, effectivement, si c'est une question, je vais essayer d'y répondre. Moi, le livre, je dirais qu'on peut le lire de deux façons, ou plutôt le regarder de deux façons. La première serait plutôt de l'envisager comme une émission de télé-réalité, avec le PS, plutôt la gauche, comme une espèce de cœur de cible, avec François Hollande, qui serait espèce au cœur de cette petite pièce de théâtre. La seconde façon de l'envisager, c'est plutôt à la manière d'une grande pièce tragique, classique, à la manière d'Eschyle. Le ressort tragique, en l'occurrence, étant
le fait que le héros mette en place les conditions de sa propre perte. Ouais. C'est-à-dire, la formule peut être un peu absconse, en l'occurrence, on voit très bien que la transition que vous évoquez, que vous décrivez très bien, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, tient à la modification au déplacement de la sphère économique et de la sphère politique. Le trait d'union n'a pas été rompu, mais il s'est modifié. Le trait d'union, en l'occurrence, c'est les systèmes de taxation, d'encadrement juridique, de barrières formelles de ce type, qui a permis au pouvoir politique de conserver une main sur le secteur économique. La tragédie ici est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un moment de dessaisissement et d'épuisement de ces outils, de ces instruments politiques et fiscaux, notamment parce qu'on est passé à un espace ou à une sphère d'internationalisation des acteurs économiques et des circulations d'idées, de culture, etc. Et de ce point de vue-là, on sent bien que les acteurs sont à la fois concernés et dessaisis. Ils le sont impuissants. Et ils le sont d'autant plus qu'ils se retrouvent pris dans les propres contradictions de leur système, notamment des contradictions temporelles. Et de ce point de vue-là, la phrase de Fleur Pellerin il y a quelques semaines sur son absence de lecture par manque de temps était tout à fait emblématique et symptomatique. Alors est-ce que par rapport à ça, on est condamné à être dans la nostalgie de ce grand ministère que vous décrivez du début des années 80 et de la figure de Jack Lang? Ouais. Non, il ne faut pas être nostalgique, c'est des autres périodes, c'est des autres époques. Après, dans les années 80, certes, il y avait beaucoup d'argent, mais il y avait aussi, et ça peut se retrouver, une volonté politique. C'est-à-dire que si Jack Lang a réussi à mettre en place ce qu'il a mis, c'était pas parce qu'il avait seulement de l'argent, c'est aussi parce qu'il avait l'oreille du président qui était sensible à ces sujets-là. Aujourd'hui, on ne voit pas encore quelle est la politique culturelle à la tête de l'État. Et on voit des gouvernements impuissants face effectivement à ces groupes internationaux. Quand on a vu, par exemple, on a été assez surpris quand on a vu Jean-Marc Ayrault à l'époque, quand il était encore à Matignon, il nous disait face à Google, je ne peux quasiment rien faire. Alors que ces groupes-là deviennent plus puissants que les États. Mais c'est à l'Europe de décider et ça va mettre énormément de temps. On peut pas faire grand-chose. Et ça nous avait beaucoup surpris puisque c'est symptomatique du manque de volonté, d'impulsion au plus haut niveau de l'État. Mais alors je reviens ça peut se retrouver, ça. Oui, mais alors, parce que ce que vous décrivez là, une impuissance politique vis-à-vis de grands groupes internationaux, une difficulté budgétaire accrue. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la culture là-dedans? C'est-à-dire que vous dites, est-ce que les socialistes ont été très décevants sur la culture? Il n'y a pas que le monde culturel qui a été déçu par eux. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la culture? Non, mais par exemple, dans ce que vous décrivez. La culture, finalement, ça rapporte de l'argent, beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Il y a eu des études qui montraient même que ça rapportait au PIB beaucoup plus que l'automobile, alors que l'automobile, 7 fois plus, alors que sur des dossiers industriels comme cela, il y a une impulsion politique. Il y a parfois des solutions qui sont trouvées. Il y a une présence politique qui n'existe pas dans la culture parce qu'on pense aussi que électoralement, c'est moins important, c'est moins rentable sur le court terme. C'est-à-dire que c'est sur le long terme, donc ça rapporte moins tout de suite aux politiques qui mettent en place ces politiques-là. Olivier, sur cette question du dessaisissement ou de l'impuissance du politique, est-ce que, je reviens à la question, est-ce que c'est effectivement un manque de vision ou est-ce que c'est au fond un désarroi face à la complexité de certains des dossiers? Parce que c'est vrai que la culture, c'est confortable de mettre ça sous un seul nom, mais quand on parle de l'édition et du cinéma, ça n'a rien à voir. Quand on parle même de l'édition en sciences humaines ou de l'édition littéraire, ça n'a pas grand-chose à voir. Et même si on parle des petits producteurs, des moyens producteurs, on l'avait vu au moment de la tribune polémique de Vincent Maraval il y a quelques mois. En gros, chacun défendait sa position en ayant au fond une certaine sincérité, pas toujours, je vais dire une honnêteté, mais une certaine légitimité à défendre sa petite position segmentée. Sans parler de la complexité de certains sujets, comme que ce soit les intermittents du spectacle ou ce qui se passe autour d'Adopi, parce que c'est bien beau, effectivement, de dire la loi Adopi est une mauvaise réponse, mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas trouvé la manière de faire contribuer, en tout cas certains grands acteurs du net au financement de la production culturelle.
La problématique peut être posée en partie, et c'est d'ailleurs le début du livre, à partir du ministère de la Culture, de la question du ministère de la Culture, et de la façon dont les questions culturelles se sont recomposées au fil du temps. À l'origine, avec André Malraux, on est clairement dans une vision, une stratégie politique d'universalisation des grandes œuvres du patrimoine et de l'esprit. C'est vraiment... C'est la formule consacrée. Dans les années 80, on rentre dans une autre séquence qui est celle du catalogue. C'est-à-dire qu'on fait accéder tout un tas de nouvelles pratiques, hein, le rap, le graffiti, la cuisine, et pourquoi pas la bande dessinée, dans le catalogue du ministère de la Culture, en soutenant le plus possible les artistes et les artisans de cette nouvelle culture. Aujourd'hui, le ministère de la Culture est face à une double contradiction. D'une part, la question des moyens. Voilà, hein, les artistes sont des gens qui vivent essentiellement d'idées et qui se plaignent du trop bas revenu à la fin du mois. C'est une constante depuis Flaubert et le 19e siècle. Effectivement, quand vous multipliez les domaines d'intervention et que l'enveloppe par ailleurs est resserrée de l'autre côté, vous ne pouvez pas, ad vitam aeternam, exercer votre action politique avec la même efficacité. La deuxième contradiction, c'est que le ministère s'est fait un peu dépasser par sa droite. C'est un vieux constat un peu amer des spécialistes et des experts de la culture de considérer que le ministère de la Culture a échoué là où les industries culturelles ont réussi. C'est-à-dire que là où Malraux, avec les offices de la culture pour la jeunesse, n'ont pas réussi à pénétrer tout un tas de territoires un peu reculés, enclavés et difficiles, pour raisons sociales, géographiques, économiques, les industries culturelles y sont parvenues. Donc quel est l'ajustement aujourd'hui et le bon ton à trouver entre le ministère de la Culture et ces nouveaux opérateurs dont le projet idéologique, mais au sens quasiment neutre du terme, est de faire accéder tout le monde à une forme de culture. Donc si on voit bien que la plupart des débats culturels dont on entend parler ces dernières années sont à l'articulation de ces rapports entre pouvoir économique, pouvoir politique, dans un moment de transformation complète des conditions de production de l'art et de la culture. Pourquoi est-ce que vous en concluez avec ce titre en forme de mafia, main basse sur la culture, argent, réseau, pouvoir? Qui est-ce qui fait main basse sur cette culture en mouvement, en transformation et des fois en déliquescence? C'est parce que c'est des industries en fait, c'est-à-dire qu'il y a les industries, c'est justement comment les industries culturelles remplacent peu à peu la politique culturelle, comment elles prennent de plus en plus de place, parce que aussi pour une politique culturelle, il y a de moins en moins d'argent. Donc on fait de plus en plus appel à des entreprises privées pour financer la culture. Et après, toute la question, c'est de savoir jusqu'où on peut aller et quels sont... Est-ce que parfois, ça change le visage même de la culture, du contenu culturel? Ça change vraiment, parce que alors vous avez tout un chapitre sur le mécénat qui est assez intéressant. Vous montrez que finalement, jusqu'aux années 80, ça existe à la marge. Enfin, il y a du mécénat d'artistes plus que de culture, plus que de production culturelle, alors que dans les années 2000, on est quasiment à 400 millions d'euros par an de mécénat. Qu'est-ce que concrètement ça change ? Alors, déjà, ça permet de financer beaucoup de choses. Hein. Il y a de l'utilité aussi du mécénat. Après, là où ça peut changer, c'est sur le contenu, par exemple, même des expositions, peut-être parfois des pièces de théâtre. Par exemple, concrètement, on a rencontré le patron du Grand Palais, Jean-Paul Cluzel, qui nous racontait qu'une exposition comme Auguste l'an dernier, il ne la referait plus cette année. Parce comme il a moins d'argent du ministère de la Culture et que les mécènes, du coup, sont de plus en plus importants, les mécènes ne financent pas toutes les expositions. Ils financent les expositions les plus grand public, ce qu'ils appellent, ce que Jean-Paul Cluzel appelait lui-même, le blockbuster, la course au blockbuster. Ça veut dire que c'est plus rentable pour un mécène de financer une exposition Niki de Saint-Phal que de financer une expo Auguste. Donc ça veut dire moins d'expositions, plus exigeantes, entre guillemets, moins de diversité dans le contenu culturel. Après, peut se poser aussi la question pour les pièces de théâtre. Est-ce qu'il va y avoir des pièces de théâtre, moins de pièces ex-théâtre exigeantes, entre guillemets, parce qu'elles sont plus difficiles à faire financer par les mécènes?
Oui, parce que ce que vous montrez qui est intéressant, c'est que contrairement à l'image qu'on en a, la France n'est pas du tout un territoire hostile au mécénat, notamment parce qu'elle s'est faite la championne du monde quasiment de la défiscalisation à travers le mécénat. Depuis la loi Aillagon de 2003, effectivement, on a l'un des dispositifs les plus avantageux au monde selon vraiment même des personnalités dans la culture qui sont pas catalogués anti-mécénat. Vraiment, les mécènes eux-mêmes disent que les entreprises, qu'on a l'un des systèmes les plus avantageux au monde, qui a après été copié plus récemment par l'Italie, etc. Donc la France n'est pas hostile au mécénat. Après, la question qui se pose, c'est que qui dit mécénat dit souvent contrepartie. Quelle contrepartie et jusqu'où? Alors la plupart des mécènes disent non, il n'y a pas de contrepartie. Alors pour l'instant c'est pas grand chose, c'est-à-dire que c'est un logo sur une affiche et ça peut ne pas aller plus loin. Après forcément parfois se posent aussi des questions, c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'expositions depuis récemment autour de marques. Les expositions Cartier, etc., qui sont financées en partie par ces marques. Et après, la question se pose de jusqu'où elles peuvent, comment elles peuvent influer sur ces expositions et avoir vraiment un œil là-dessus et changer le cours des choses. Et on sait à quel point, effectivement, investir dans des opérations artistiques ou culturelles peut changer une image. Hein. Vous montrez bien comment Total, notamment post-marée noire de l'Erika, se met à déverser quand même des tombereaux d'argent uniquement pour se donner une nouvelle image que celle dont on parle tous les jours dans les médias. Olivier, vous qui connaissez quand même assez bien le champ américain, pourquoi est-ce que cette présence de l'argent privé, en gros, dans le monde culturel, on a l'impression que quand même en France, ça reste hyper touchy, c'est-à-dire que c'est dur d'obtenir les chiffres exacts du mécénat. Quand on accepte du mécénat, on essaye de dire non, mais je vous assure, il n'y a eu aucune contrepartie, c'est juste un petit logo dans le coin d'une affiche. On a l'impression que là, pour le coup, c'est un système complètement différent, et de financement, et où c'est aussi une question d'image, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression en lisant ce livre que une des difficultés propres à l'enquête sur la culture, c'est que dans le monde de la culture, on est sur la création, donc on ne va pas se mettre à parler d'argent. Non, là encore une fois, c'est une vieille tradition des milieux artistiques qui sont fondés sur le refoulement de l'intérêt et de l'argent. En l'occurrence, sur la question que vous posez, qui est extrêmement vaste et qui réclamerait de prendre un peu de temps pour expliquer tout simplement la manière dont s'articule l'individu et le collectif et la société dans nos deux pays, les États-Unis et la France. En l'occurrence, vous avez au moins 2-3 minutes. J'ai 2-3 minutes, c'est parfait. En l'occurrence, Tocqueville nous a bien expliqué comment aux États-Unis, le principe d'égalité fonctionnait à travers la dynamique individuelle. Il nous manque un Tocqueville américain qui viendra en France pour nous expliquer comment ce rapport est inversé. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous vous inscrivez dans le collectif en vous illustrant et en vous engageant en tant qu'individu. En France, c'est un petit peu l'inverse. On devient individu quand on respecte avant tout le collectif. Et de ce point de vue-là, ça amène à des pratiques dans le domaine culturel et artistique résolument symétriques. C'est-à-dire que aux États-Unis, depuis le milieu des années, le milieu du 19e siècle, vous avez une longue tradition qui s'engage de philanthropie, où les principaux magnats de l'industrie réinvestissent leur argent dans différents secteurs, le secteur social, mais aussi le secteur universitaire et artistique. Rockefeller en étant un des principaux exemples, dont la femme a beaucoup contribué à la fondation du MoMA. On pourrait parler aussi du cas de Guggenheim. En France, c'est tout à fait différent. En France, depuis... On pourrait remonter à Louis XIV et à François Ier, c'est l'État qui centralise et qui régule les rapports entre les artistes et la société, à travers deux grands leviers que sont le financement et la nomination des décideurs. Oui, parce que alors ça c'est un autre aspect de ce livre, c'est qu'on a l'impression que plus les politiques, plus la politique culturelle est dessaisie de sa dimension publique et collective, plus l'enjeu qui reste, c'est les nominations. On l'a vu avec Philippe Etty, on l'avait vu avant avec Frédéric Mitterrand. Est-ce que cette crispation sur les nominations
au fond, elle existe depuis 30 ans et oui, qu'elle continue? Ou est-ce que vous avez l'impression, vous, après votre enquête, Mickaël Moreau, qu'il y a quand même des spécificités aujourd'hui? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces polémiques à répétition ne continuent pas? Il y avait Aurélie Filippetti, quand elle était ministre de la Culture, avait envisagé des jurys qui incluraient l'opposition. Oui. Mais qui en même temps se permettent de se dessaisir du problème. Enfin, un ministère doit aussi décider, doit aussi prendre ses engagements et trancher lui-même. Après, effectivement, la question des nominations se politise de plus en plus, d'autant plus que le ministère, c'est la seule prérogative qui lui reste. Donc, d'où des tensions entre le ministère, entre l'Élysée, parce que souvent les nominations se décident plus au château que parfois rue de Valois. Et donc, c'est la chose qui reste pour un ministre de la Culture qui essaye du coup d'y imposer son pouvoir là-dessus. C'est comme l'économie lui échappe, il lui reste ce pouvoir-là. Et aux États-Unis, c'est pas comme ça du coup, puisqu'il n'y a pas de ministère de la Culture. Aux États-Unis, aux États-Unis, la France est un État. Un État dans l'État. On essaye de jouer à des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, comme celle de comparer un pays avec un continent. Donc effectivement, l'échelle n'est pas du tout la même, puisque vous avez aux États-Unis le comté, l'État, puis l'État fédéral, et à chaque fois avec une cascade différente sur les questions artistiques, où effectivement les intérêts et les acteurs privés sont beaucoup plus présents, dynamiques au sein du tissu local. Alors sur cette réduction de la politique culturelle à une politique de nomination et les crispations que cela peut engendrer, il y a en raison notamment du dessaisissement économique du monde culturel, du monde politique dans le registre culturel, il y a une des interviews que vous faites qui est la plus troublante, c'est celle de Jean-Marc Ayrault. Parce que Jean-Marc Ayrault, quand il était maire de Nantes, au moment où Nantes, avec les chantiers de Saint-Nazaire, était un territoire, pour pas dire sinistré, mais socialement dévasté, avec des industries en lambeaux, décide, alors bon, on n'est pas forcément dans le même contexte budgétaire exactement, mais décide en tout cas d'investir massivement sur la culture, en se disant ça va créer des emplois, ça va créer des dynamiques, ça va créer une attractivité des territoires, même si à l'époque on n'appelait pas encore ça comme ça. Et quand vous le questionnez comme Premier ministre sur le fait que, alors, en dépit des promesses, le budget de la culture baisse sous la gauche, ne sera pas sanctuarisé, il dit, bah oui, c'est la crise. C'est la crise, donc on n'y peut rien. Alors que pendant la campagne, effectivement, la phrase de François Hollande, reprise ensuite par Jean-Marc Ayrault, c'était « la crise rend la culture indispensable », puisque Jean-Marc Ayrault, effectivement, avait vu à quel point la culture lui avait permis de redynamiser son territoire à côté de Nantes. Et à la tête de l'État, effectivement, à la tête du gouvernement, il fait totalement l'inverse. Mais déjà, parce qu'on passe des années 80 aux années 2010, je pense parce que la gauche a changé, enfin les socialistes en tout cas ont changé de position sur ce... Déjà parce qu'il y a la question du président dont c'est pas du tout le domaine et l'urgence immédiate, et par ailleurs, contrairement au local, ça a des effets, s'intéresser à la culture, investir dans la culture, ça a des effets électoralement à court terme, enfin ça se voit assez vite à la tête du gouvernement, impulser des grands travaux, des grands projets, c'est pas, encore une fois, électoralement, c'est pas rentable tout de suite, et on se fait assez vite aussi dévorer par Bercy qui donne d'autres urgences. Tous les ministres de la Culture racontent à quel point ils ont dû, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date aussi depuis plus longtemps, à quel point ils ont dû se battre face au ministère de l'économie successifs pour pouvoir s'imposer. Et en même temps, on peut bien imaginer que ce qu'on appelle couramment l'effet Bilbao, du nom du musée Guggenheim qui s'est installé dans cette ville du Pays Basque et qui a effectivement permis d'attirer des touristes, de créer certains emplois, c'est pas forcément reproductible. Le centre Pompidou-Metz, après une première année de bonne fréquentation, c'est quand même à peu près effondré. Le Louvre-Lens, c'est encore, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais ça crée des emplois quand même. Mais ça crée des emplois. Non, mais c'est effectivement l'idée. Ça peut dynamiser une ville. Ça peut dynamiser, mais est-ce que c'est éternellement reproductible, ce modèle un peu de ça va mal, on va faire un festival ou un musée?
Non, en revanche, on voit à quel point quand même, localement, miser sur la culture, après c'est pas forcément à chaque fois créer un gigantesque musée, ça a des effets positifs. Quand on met, il y a des études qui montrent que par exemple quand on met 1 euro dans un festival, parfois ça en rapporte 7 ou 8. Donc à chaque fois, c'est quand même rentable. La culture localement, c'est-à-dire à chaque fois, ça a permis de redynamiser socialement, économiquement des territoires. Donc on voit hein, les grandes tensions à l'œuvre, notamment depuis 30 ans, même si voilà, il ne faut pas faire non plus du ministère de Jack Lang l'alpha et l'oméga de la politique culturelle. Du coup, j'aimerais bien peut-être qu'on prenne quelques exemples concrets. Ouais. Si on commence, on va pas tout faire hein, dans ce livre, vous étudiez différents projets, mais il y en a un qui m'a surpris. Après, on peut parler de peut-être plus grande transformation, mais c'est vous dites à quel point les théâtres privés sont aujourd'hui attirent les grands patrons de Pinault à Messier au PDG de venteprivée.com. À Paris. À Paris. Pourquoi est-ce que ça les attire les théâtres privés? Parce que déjà le théâtre c'est quelque chose qu'on peut pas pirater, donc c'est quelque chose de plus simple entre guillemets. Puis l'entertainment entre guillemets, ça attire du public en fait. C'est-à-dire après c'est pas effectivement c'est encore une fois c'est pas toutes les pièces. Ils ne sont pas attirés par toutes les pièces et parfois certaines pièces, ces hommes d'affaires, mais effectivement, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui se positionnent sur des théâtres, qui sont rachetés par des théâtres, qui rachètent des théâtres, et il y a des grands groupes du CAC 40 comme Hachette, Lagardère, qui essayent de racheter des théâtres. Venteprivée.com, dont le patron a racheté le théâtre de Paris, en s'imaginant même à un moment donné qu'on allait appeler ça peut-être le théâtre de Paris, venteprivée.com. Donc il n'a pas gagné. Pour l'instant, c'est pas comme ça. Mais parce que l'entertainment est aussi un marché et c'est un des mondes effectivement un des secteurs qui est bouleversé actuellement dans l'économie culturelle actuelle. Quand on voit par exemple la salle Pleyel, les différents candidats. C'est assez troublant. Le rachat de la salle Pleyel. Le rachat de la salle Pleyel. Il y a le Philharmonique voilà, exactement. Qui va déménager. Du coup, il y a une concession à accorder. Et effectivement, les groupes qui sont candidats, c'est Lagardère, c'est Vivendi, c'est beaucoup de gros groupes du CAC 40 ou des hommes d'affaires qui s'intéressent à ces théâtres-là, des théâtres privés, pas en province, parce que c'est moins rentable en province. Il y a un autre secteur qui à la fois tremble sur ses bases et pèse toujours de tout son poids, Olivier Alexandre, que vous connaissez bien, c'est le cinéma. Là, on est en plein dans les questions posées par les révolutions numériques, parce que en fait, qu'on parle de distribution, de production, de diffusion, tout ça est très différent. Mais qu'est-ce que ce secteur raconte des transformations plus générales des industries culturelles, selon vous? Parce que là, précisément, c'est là où on voit, parce que je reviens à cette tribune donc, de producteur Vincent Maraval, qui avait fait cette tribune dans Le Monde, titrée « Les acteurs sont trop payés ». En gros, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le cinéma ne peut plus fonctionner. Et ça a fait ensuite avalanche, enfin boule de neige plutôt, de tribunes, de contre-tribunes, de « mais non, mais moi je suis moins bien payé parce que si on considère ça, ça et ça ». Et juste on voyait que quand on se mettait à parler d'argent, de gens qui savaient de quoi il s'agissait, hein, parce que Maraval c'est quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il dit quand il parle d'argent, et ben ça faisait énormément parler parce qu'on se disait « ah mais oui en fait, là le modèle sur lequel on est fait, qui est en l'occurrence un modèle avec à la fois une présence de l'État, mais surtout des financements à travers les billets de cinéma et surtout les chaînes de télévision, on voyait qu'il était révolu. Enfin, pas révolu, mais en tout cas, il était à bout de souffle. Effectivement, ce que nous révèle cette polémique, c'est qu'on se trouve dans un moment de transition. Alors, de différentes façons. Je nuancerai un peu la polémique Maraval de deux façons. La première chose, oui, c'est un homme d'argent, mais c'est aussi un homme de cinéma. Et les gens de cinéma, l'essentiel du métier, c'est de manipuler les émotions et de toucher les gens à travers les émotions et éventuellement la controverse, la polémique, etc. Ensuite, le paradoxe du cinéma, c'est que c'est un secteur d'argent où la rationalité économique ne prime pas toujours. Voilà. Effectivement, c'est un petit peu la ruée vers l'or, mais l'or noir, hein, celui de la pellicule, mais avec des comportements, des spéculations en termes de rationalité et d'utilité économique, hein, un petit peu bancal de temps en temps. En l'occurrence,
on a affaire effectivement à un secteur sous tension qui tient, et c'est parfaitement dit dans le livre, qui tient à la remise en cause d'un système très particulier, mis en place dans les années 80, mais qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, hein, quand on a institué ce qu'on appelle la taxe spéciale additionnelle. Je ne vais pas engager un cours là-dessus, qui est un petit peu technique, mais ce tout petit pourcentage sur les places de tickets de cinéma que chacun paye et qui permet en gros de faire du transfert du cinéma américain et du cinéma du monde au cinéma français. Ça a été la première pierre. La seconde, et celle a été posée dans les années 80, quand la télévision est arrivée. Et on a reproduit le système, la logique, c'est-à-dire on va ponctionner de l'argent sur la télévision pour la donner au cinéma. Et ce qui correspondait à l'époque à une forme de justice économique, puisque le succès de ces nouvelles chaînes de télévision privatisées, récemment privatisées dans les années 80, se sont faits en grande partie sur le cinéma. Et de façon assez indue, puisque les catalogues n'atteignaient pas les coûts qu'ils peuvent représenter aujourd'hui. Or, le moment dans lequel on est tout à fait différent de ce point de vue-là, puisque la relation de dépendance entre cinéma et télévision s'est renversée. Ce n'est plus les chaînes de télévision qui ont besoin du cinéma pour vivre, mais c'est le cinéma qui a besoin des chaînes de télévision pour vivre, et tout l'enjeu est que les chaînes de télévision sont aujourd'hui concurrencées par de nouveaux acteurs qui effectivement n'ont pas tout à fait les mêmes armes pour se défendre et pour se positionner sur l'espace mondial de la consommation culturelle. Et là, on touche aussi à un autre point, hein, je pense, du nœud dans lequel on est pour définir en gros aujourd'hui ce que pourrait être une politique culturelle publique ou comment éviter ce que vous appelez la main basse sur la culture par des réseaux de pouvoir et d'argent qui n'étaient pas présents comme ça il y a 30 ans. C'est l'écart extrême entre finalement des fois ce que ça représente concrètement, matériellement, et l'image. Et là, le cinéma incarne ça, parce qu'on a vu avec la polémique Maraval que voilà, ça partait dans tous les sens, mais le cinéma, c'est pas du tout la plus grosse industrie culturelle. Certainement. La première industrie culturelle aujourd'hui reste la télévision. Ensuite, il s'agit de savoir si on intègre les groupes de communication ou pas, qui sont des géants aujourd'hui, sans parler même de Google. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de Orange? Où est-ce qu'on le met? Communication, plutôt culture, on ne sait pas trop. Et qui de plus en plus se diversifie, hein, effectivement, comme il est dit dans le livre. Donc ça, c'est le numéro 1. Ensuite, on a le secteur de l'édition, dont on dit souvent qu'il est en crise, hein, et à raison. Hein. Pour être un représentant des sciences sociales, je sais combien il est difficile de faire des livres, de publier des livres et de vendre des livres qui ne représentent que 5% du chiffre d'affaires global dans les éditions et les lettres, mais qui représentent quand même, malgré tout, aujourd'hui... Hein, le secteur du livre, c'est plus que le cinéma. C'est 3 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est assez important. Et surprise, hein, un secteur qui est souvent oublié, les jeux vidéo. Sont devant le cinéma, hein, si on regarde benoîtement les chiffres, hein, puisqu'on est autour un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires pour le jeu vidéo, alors que le cinéma, on est plus, en fonction des années, bonne ou mauvaise, entre 1 milliard et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Et puis il y a un autre secteur que là vous n'avez pas compté parce qu'en fait on ne sait pas comment le compter, c'est le secteur de la musique, qui est sans doute celui qui a connu les transformations les plus fortes, en premier et les plus fortes. Comment est-ce qu'on peut les résumer? Qu'est-ce qu'elles nous disent de ce basculement dans un autre monde culturel, Michael Moreau? Alors déjà, effectivement, c'était l'un des secteurs les premiers touchés. Donc la crise du 10, c'est 2003, et on voyait en France, et on a vu des acteurs qui n'avaient absolument pas pris la mesure du phénomène, les fameuses majors, alors que les ventes de CD avaient déjà baissé dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, et les acteurs français se disaient mais non, mais nous en France on va certainement résister. Donc il y a déjà un manque d'analyse, de perception des acteurs français, sans compter aussi qu'au ministère de la Culture on n'avait absolument pas travaillé sur ces dossiers-là, donc ça veut dire aussi quelque chose dans l'impréparation face à des bouleversements qui étaient plus prévisibles aussi que ce qu'on pouvait penser. Et après, on a vu un secteur complètement se transformer avec des majors qui ont dû s'ouvrir finalement à autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie du disque, elle ne vit pas beaucoup sur des CD, mais elle vit aussi à travers un marché du live qui a explosé, à travers du merchandising, d'où des nouveaux contrats qui... Alors, on parlait du contrat 360. Le contrat 360. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les nouveaux contrats imposés aux jeunes artistes par les majors, c'est-à-dire qu'ils comprennent à la fois le CD, mais aussi on demande à l'artiste de faire de la publicité, et la maison de disques touche
une partie de l'argent de la publicité. Faite par l'artiste. Faite par l'artiste. Enfin, par le chanteur. L'image, ils exploitent aussi l'image de l'artiste. C'est des types de contrats qui existent aussi dans le sport, oui. Voilà, notamment en Espagne. D'accord, oui, c'est des contrats de stars, quoi. Ouais. Et donc, voilà, donc, du coup, on demande de plus en plus aux chanteurs de s'allier à des marques. Ça, c'est assez nouveau. On a vu aussi donc, du coup, l'explosion du live avec des acteurs nouveaux spécialisés dans le live qui arrivent, puisque les concerts, à l'inverse, ça fonctionne. Et les majors qui ont voulu racheter aussi des sociétés spécialisées dans le live. On a vu Warner acheter la société de Jean-Claude Camus, par exemple. Donc le secteur a complètement changé pour essayer de gagner, d'avoir d'autres sources. Et puis par ailleurs, même sur les artistes en eux-mêmes, là où une major pouvait gagner tout son argent sur un Johnny Hallyday ou sur une grosse vedette. Aujourd'hui, ça fonctionne moins. Il a fallu trouver aussi d'autres artistes. Donc ça, c'est le côté positif, c'est que toutes les majors ont été poussées finalement à développer une partie recherche pour essayer de trouver des nouveaux artistes, développement de nouveaux artistes, parce que un seul gros artiste, ça ne suffit plus pour une major. Et autour des majors, il y a plein de petites sociétés qui se sont créées, comme Because Group, comme des sociétés qui fonctionnent assez bien, avec un modèle du coup différent, moins de stars lourdes entre guillemets à supporter financièrement, et qui ont réussi à bien s'implanter avec des nouveaux artistes, avec des nouveaux publics, avec des nouvelles façons de communiquer avec son public via la scène par exemple, et essaye de faire tout un travail. Des yeux, je vous jure que l'or a des yeux qui brillent comme de l'or. Mais ces yeux, aujourd'hui, sont brumeux, pleins de pluie. L'or a les yeux rougis par le chlore, sauf qu'elle revient pas de la piscine alors. L'or, si elle pleure, c'est qu'ailleurs j'explore, qu'ailleurs je cherche de l'or. L'or a les yeux rougis et m'implore, pourquoi ce chapitre doit-il se clore? L'or, si l'amour n'est pas indolore, crois bien que je le déplore. Et justement, avec cette industrie, ces bouleversements complets de l'industrie de la musique, on voit bien ce que ces transformations plus générales de la production culturelle, des industries culturelles et des politiques culturelles fait sur les artistes eux-mêmes. Vous citez le cas notamment d'Alain Chamfort qui a été jusqu'à faire un clip dans lequel il déplore, il met en scène son licenciement, mais on a vu effectivement des artistes connus se faire licencier du jour au lendemain de leur label dont ils pensaient qu'il leur était fidèle jusqu'à leur 8e comeback. Est-ce qu'on peut plus généralement savoir ce que ces mutations des industries culturelles sous les feux de la numérisation, de la mondialisation et de l'affaiblissement des volontés politiques fait aux artistes eux-mêmes? On le voit un peu émerger avec les intermittents du spectacle, mais c'est souvent les intermittents du spectacle vivant. C'est une fraction importante du monde culturel, qui je pense d'ailleurs dit beaucoup de ces fragilités et des tensions qui se répercutent sur ceux qui vraiment sont à la base de ces productions. Mais est-ce qu'on sait, est-ce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a quelques petits groupes qui bénéficient beaucoup de ces transformations et une masse qui se paupérise? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Est-ce qu'on peut le savoir un peu? C'est plus compliqué que ça. Ce qui est sûr, c'est que ça crée une insécurité plus grande pour des artistes et pour tous les artistes finalement. C'est-à-dire que là où avant un artiste débutant pouvait arriver, en fait ce qui s'est passé aussi par exemple contractuellement avec les artistes qui ont été licenciés comme vous le rappeliez au début des années 2000 notamment, c'est qu'avant dans les années 90, il y a eu une sorte d'apogée et des excès avec des contrats parfois qui étaient mirobolants. Un Pascal Nègre, le patron d'Universal, nous disait qu'un artiste débutant avant signait dans les années 90 le même contrat que Jacques Brel dans les années 60 et 70. Donc c'était vraiment il y a eu un excès, un apogée, de l'argent beaucoup dépensé comme
comme il ne fallait pas, parce les majors avaient de l'argent. Après, ça a insécurisé un petit peu tout le monde. Après, il y a en même temps, les majors ne faisaient appel qu'à quelques gros artistes et il y avait moins de diversité, moins de recherche. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plus que des artistes peuvent aussi avoir accès à plus de diffuseurs possibles, plus de moyens de production possibles, peuvent s'exprimer, qu'on peut avoir une plus grande diversité. Donc c'est aussi dans le système économique qui est bouleversé, la chose peut être positive. Même question pour un chercheur, Olivier Alexandre, est-ce qu'on peut savoir ce que ces mutations économiques et politiques font à ceux qui sont les acteurs principaux de la culture ? La logique est double parce qu'à la fois, notamment, pour deux raisons, deux leviers, les politiques culturelles, donc incarnées dans les années 80 par Jacques Lang, et l'essor des industries culturelles. On a affaire à un phénomène croisé. C'est-à-dire que, d'une part, on a de plus en plus d'artistes qui se produisent et qui sont financés, et en même temps, de l'autre côté, on a un phénomène de diversification avec une poignée, une espèce d'élite qui a à la fois la reconnaissance artistique et qui concentre les contrats, les revenus économiques qui sont croissants, mais de façon exponentielle depuis 50 ans. Et de l'autre, une espèce de masse à la base qui s'agrège, composé d'anonymes, de gens qui essayent de percer dans le métier. C'est des gens qu'on peut appeler des strugglers, on dit à Hollywood, ou de façon un peu plus cruelle des has-been ou des wannabes. Et de ce point de vue-là, le paradoxe, c'est que les politiques publiques et les industries culturelles poussent un peu dans le même sens, c'est-à-dire poussent dans le sens de la nouveauté, mais pour des raisons différentes. Les industries culturelles, c'est essayer de multiplier les combinaisons productives, on dirait en économie. C'est-à-dire, on multiplie la mise sur plusieurs chevaux pour espérer qu'un gagne. Du côté des politiques publiques, c'est une logique un petit peu différente qui s'enracine dans cette mythologie de la nouvelle vague, pour le coup. Cette idée que la nouveauté esthétique viendrait des nouvelles générations, une espèce de rupture démographique comme ça. Et donc, du coup, on a tendance à supporter le plus possible les jeunes entrants sans toujours leur donner les moyens de persister dans le secteur. Et donc, on a affaire à des jeunes gens qui commencent leur carrière vers 20 ans, qui sont sur le point de percer vers 30-35 ans, et qui, une fois qu'ils ont fait leur premier disque ou leur premier film, se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau. Est-ce que cette idée qu'il faille aller chercher les ruptures générationnelles et les nouvelles manières de produire, elle n'est pas effectivement porteuse de dynamisme artistique? Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on débat post-Maraval, ou alors éventuellement quel est le jeune sorti de la Fémis qui va réussir avec le CNC à faire son premier film qui à la fois sera dans la tradition et en même temps en rupture avec quelques éléments du cinéma français, alors que peut-être aujourd'hui tout se passe sur YouTube. Oui, mais YouTube est pour le coup une espèce de laboratoire un peu qui échappe à la fois aux industries culturelles, parce que c'est quand même des jeunes qui font des films dans leur chambre, et aux institutions, puisqu'ils ne vont pas aller taper à la porte du CNC pour avoir un budget qui par ailleurs est minime en termes de production. Ensuite, sur la question de la productivité de ces dispositifs, c'est très difficile à quantifier. Moi, en tout cas, j'en suis incapable. Comment on quantifie le dynamisme esthétique? La question, ou plutôt le paradoxe auquel on est face, c'est qu'on a un phénomène de normalisation. À la fois du côté des industries culturelles, on a tendance, on voit beaucoup dans la musique ou dans les films, on essaye de trouver des recettes. En mettant des jeunes entrants qui sont plus manipulables, plus souples, plus élastiques. Et par exemple, si vous regardez le catalogue de Gaumont, ils font beaucoup de premiers films, paradoxalement. Et de l'autre côté, on a une espèce de conformisme institutionnel. C'est le thème rabâché et rebattu du cinéma d'auteur. On voit que les mêmes films qui sont en gros dans un immeuble parisien à 4 pièces avec du plancher par terre qui tournent sur la grand-mère, une histoire d'inceste entre un frère et une sœur. Je caricature la vision du cinéma d'auteur, mais quand on fréquente un peu le réseau des festivals, on s'aperçoit qu'effectivement il y a un genre en soi qui est le cinéma du non-genre, qui est ce cinéma d'auteur, ce cinéma du point de vue, ce cinéma minimaliste dans le sujet et dans l'esthétique, et qui correspond à une radicalité défendue et identifiée par les institutions. Bon, alors pour se diriger quand même vers une conclusion, ou du moins vers
une lueur au milieu de ce qui ressemble quand même, quand on lit votre livre, un peu à une forme de désastre, où de manière un peu anecdotique, la droite au pouvoir et la gauche de gouvernement se renvoient la balle sur des déciles de budget. Voilà, c'est un peu, quand on finit votre livre, c'est un peu ça le côté un peu désespérant, c'est qu'on a l'impression que même les conflits qui pourraient, on se dit dans ce domaine de la culture et de l'art, les conflits politiques pourraient être saillants. En gros, tout le monde est à peu près d'accord, enfin plus personne défend tel ou tel type de culture, mais on se bat pour dire non mais bon d'accord, moi là j'ai pas mis au budget de la culture, j'ai mis 0,8, mais en fait les collectivités territoriales, elles ont rajouté 0,5, donc en fait c'est moi qui ai été le meilleur ministre. Enfin, y a un peu de ça. Qu'est-ce que vous, après cette enquête, Mickaël Moreau, vous repérez comme éventuelle piste pour un peu réarmer une politique culturelle, ce qui ne veut pas dire forcément une politique étatique? Déjà, il faut ne serait-ce s'y intéresser, ne serait-ce avoir un peu d'impulsion, donner une visibilité au ministère de la Culture. Oui, mais ça, je vous entends, mais parce que c'est vrai qu'à un moment, vous avez l'air de dire, bon, Hollande ne s'intéresse pas à la culture, mais si on est obligé d'attendre que les présidents de la République s'intéressent à la culture, ou rêver d'un Mitterrand, d'un attelage Mitterrand-Lang, qui avait quand même pas mal de défauts aussi, voilà. Il y a plein de gens qui s'intéressent à ce monde en ce moment. Il y a à la fois beaucoup de gens qui y travaillent, encore plus qui aimeraient y travailler. Il y a des politiques, je pense, qui s'y intéressent encore. Il y a quand même, voilà, des fois des directeurs d'institutions dont moi je trouve le travail, ou des directrices d'institutions très très fort. Mais qui ont assez peu de moyens de pouvoir s'exercer. En fait, l'attelage entre le politique et la culture est assez indissociable. C'est-à-dire qu'auparavant, les ministres de la culture, c'était aussi c'était quasi des gros leaders politiques. Un Jacques Toubon. Aujourd'hui, c'est plus le cas politiquement. Ils sont moins forts. Christine Valel ou Fleur Pellerin, c'est pas non plus voilà, des leaders. Voilà, c'est pas des leaders politiques. Après, Fleur Pellerin, ce qu'elle a pour elle, c'est qu'elle connaît le dossier de l'économie numérique qui est l'enjeu d'aujourd'hui et qu'on a du mal à maîtriser, qu'on a du mal à appréhender. C'est la chose positive sur laquelle ça peut peut-être évoluer, mais on a du mal à voir quel va être l'avenir politique en tout cas ça passe plus par le politique pour l'instant, alors que ça peut le passer. Comment, question proche, Olivier Alexandre, on peut imaginer dans un contexte où on voit bien qu'il y a des réseaux d'argent et de pouvoir privé qui se servent de la culture plus comme un vecteur d'image que comme une ambition d'une culture à la fois exigeante et partagée, comment est-ce qu'on peut, alors je ne sais pas s'il s'agit de freiner ce mouvement, mais enfin en tout cas éviter d'en sortir exsangue ou déprimé, tout en ne revendiquant pas une culture étatisée qui ne serait pas non plus la panacée? C'est une petite question par rapport à tout à l'heure. Pour y répondre. Alors, je ne sais pas si je suis compétent et qualifié pour y répondre, mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le processus qui est évoqué, c'est qu'on a affaire effectivement à un changement de culture des élites. Parce que le livre parle des élites de la culture, mais en sous-texte, c'est également la question de la culture des élites. Là, en l'occurrence, François Hollande étant un peu épinglé en tant que béotien par son entourage. Par son entourage, je vous incriminez pas ici. Par son entourage. Mais ce qui est assez significatif, c'est qu'effectivement, on a eu un changement dans la socialisation et dans les cursus de nos élites. Traditionnellement, le modèle dans le parcours des dignitaires et de la noblesse d'État, c'était faire Sciences Po, l'école normale supérieure, puis l'ENA. Aujourd'hui, c'est plutôt faire une prépa d'école de commerce, faire HEC et ensuite faire l'ENA. François Hollande est le premier président qui a fait l'HEC, qui est diplômé d'une grande école de commerce. Et à travers ça, on voit bien qu'on a affaire à un glissement d'une culture de lettré à une culture de chiffré, et qui correspond à la fois à un basculement on parle souvent de Mitterrand, une espèce d'homme du 19e siècle et d'amour du texte, et qui l'incarnait dans des relations avec des artistes, notamment Marguerite Duras. Et que face à ce modèle, on est plutôt à affaire à un nouveau temps dans la culture du politique, et qui tient à de nouvelles techniques, l'économie, le droit, qui sont devenus des instruments tout à fait fondamentaux pour exercer le pouvoir à une échelle internationale, avec une culture internationale, qui est aussi une culture, et qui est une culture du chiffre au sens numérique.
du terme. Hein. C'est le passage de l'analogique au numérique dont ce livre fait un peu la synthèse et essaye de saisir la quintessence. Et face aux politiques aussi, on a du mal à voir, et ça peut changer, les acteurs économiques qui travaillent ensemble. On l'a vu par exemple sur Netflix, où le CNC essayait de rassembler les différents acteurs français et n'y est pas parvenu au final. Et ça peut, c'est quelque chose qui peut changer, qui peut évoluer. Merci et beaucoup à tous les deux. Michael Moreau, le livre que vous avez co-écrit avec Raphaël Pourrier s'intitule Main basse sur la culture, argent, réseau, pouvoir. Merci aussi beaucoup à l'équipe de 5e étage production qui nous accompagne dans notre studio tout neuf et bientôt presque terminé du Passage Brûlon. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Contre-champ. Merci beaucoup.